Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Thierry Lardeux, je suis journaliste et je vais vous accompagner surtout les personnes qui vont se succéder au micro ce soir pour cette soirée autour du thème de la vidéoprotection. Un thème qui rassemble, hein, vous êtes très nombreux. Alors l'idée, ce n'est pas de faire un débat ce soir, vous avez sans doute vos propres convictions, pour ou contre, on ne va pas aller vous sonder. Non, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour comprendre aujourd'hui comment fonctionne la vidéoprotection, comment elle fonctionnera peut-être sur Beaucouzé. Ça va dépendre évidemment du résultat du vote du 7 avril. Donc je vous propose de faire cette soirée en quatre temps. D'abord, on va l'ouvrir forcément avec Yves Colliot, le maire de Beaucouzé, pour remettre un petit peu dans le contexte pourquoi cette consultation citoyenne. Dans un deuxième temps, on aura l'avantage d'avoir on peut le dire, un des spécialistes français de la vidéoprotection. Alors, il n'est pas physiquement présent avec nous parce qu'il habite et il enseigne à Sciences Po à Grenoble. Donc, vous savez, aujourd'hui, on ne prend pas l'avion pour venir à Beaucouzé. Voilà. Et surtout qu'il y a de la vidéo, Zoom, etc. Donc, on est dans la soirée vidéo. Donc, il sera avec nous. C'est Guillaume Gormand qui a fait une thèse sur la vidéoprotection, qui a travaillé également pour la gendarmerie. Donc, voilà, il a vraiment un regard très affûté sur ce qu'est la vidéoprotection, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas forcément. Dans un troisième temps, on aura un exemple concret avec un maire pas loin d'ici, de Montreuil-Juigné. L'avantage de Benoît Cochet, c'est que lui, la vidéoprotection, elle fonctionne déjà, en tout cas, elle est installée dans sa commune depuis déjà plusieurs années. Donc on aura un vrai retour avec lui pour savoir comment ça fonctionne, quelles peuvent être peut-être les similitudes avec Beaucouzé. Et puis dans un dernier temps, parce que vous n'êtes pas là uniquement pour écouter, on a aussi peut-être besoin de vous entendre. Et si vous avez d'autres questions, celles que j'aurais oublié de poser, eh bien, on aura aussi un petit temps d'échange avec vous. Ça vous va? On démarre. Merci. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. On va rentrer dans le vif du sujet, la vidéoprotection. Quand vous êtes arrivé aux commandes ici à Beaucouzé, ce n'était pas dans le programme de campagne? Non, en 2020, en 2019-2020, quand on a monté le programme pour se présenter devant les électeurs de Beaucouzé, effectivement, on n'avait pas prévu la vidéoprotection. On avait employé un terme qui était celui de ville sereine. Et puis, on se disait que, voilà, en tout cas, on avait un objectif qui était déjà, dans un premier temps, de voir arriver la gendarmerie, qui a mis un peu de temps à arriver, puisque elle est assez récente. Elle est arrivée, et les gendarmes sont là depuis octobre, simplement. Mais on basait principalement les choses là-dessus, en attendant de voir un peu ce que ça pouvait donner, et puis avec une approche un peu globale, qui était celle de la prévention également, sachant qu'on se disait que, en termes de délinquance, alors, endogène ou exogène, en tout cas endogène, issue de Beaucouzéens, elle était extrêmement peu fréquente, et que les faits de délinquance qu'on avait étaient plutôt issus de gens venant de l'extérieur. Donc on voulait prendre un petit peu de recul là-dessus, mais c'est vrai que ça ne faisait pas partie des objectifs prioritaires qu'on avait sur le programme 2020. Par contre, il y avait un schéma de la tranquillité publique. Vous avez parlé de l'installation de la gendarmerie. Il s'est fait des choses avec vos habitants, notamment sur des citoyens référents dans le quartier de la ville? Alors ça, c'est tout récent. Ce que je peux rajouter par rapport à la gendarmerie, et c'est lié au mandat précédent, c'est quand même une décision qui a été extrêmement importante et plus que symbolique, c'est que la commune a souhaité porter ce projet de création d'une gendarmerie, et on l'a fait sur les deniers de la commune, si je peux le dire comme ça. C'est un investissement de 7,5 millions à peu près. Donc c'est pas rien. C'est un des projets... un projet qu'on ne voit pas forcément ailleurs, puisque généralement on fait appel à un bailleur social pour monter ce projet-là. En tout cas, nous, on a souhaité à l'époque faire un autre choix, et puis d'être propriétaire de cette gendarmerie, des locaux, mais avec je dirais, le message était clair. Là, il y avait une préoccupation derrière en termes de tranquillité publique. Par la suite, on a mis en place des choses. Si on revient un petit peu sur ce contexte 2020-2024, donc ça fait juste 4 ans que les élections ont eu lieu. Entre-temps,
on a tous vécu une période compliquée, inédite, celle du Covid. On a vu des chiffres de délinquance diminuer, mais comme partout en 2021, et une reprise 2022-2023 générale. Et Beaucouzé n'a pas fait, je dirais, a été aussi impliqué dans cette augmentation on peut parler des chiffres aujourd'hui. On n'entend pas, évidemment, Beaucouzé ne fait pas l'actualité à la une des faits divers. Il peut arriver de temps en temps. En octobre. En octobre dernier, effectivement, avec ce coup de feu dans le centre-ville. Je rappelle que ce n'est pas ça qui vous a décidé de faire une consultation citoyenne sur la vidéoprotection. Du tout. On avait démarré des choses avant, puisque en 2023, on s'est rapproché de la gendarmerie pour faire un diagnostic sécurité, donc qui a porté sur la vidéoprotection. Et donc, ça, avec une remise d'un rapport auprès du conseil municipal en juillet 2023. Donc, c'était bien avant. On avait aussi développé, entre-temps, on avait fait de la communication publique et voix de presse et puis journal municipal sur l'opération Tranquillité Vacances également. Donc il y avait des choses sur lesquelles on était déjà engagé. Le diagnostic sécurité, on a eu le retour, la restitution au conseil municipal en juillet 2023, le 6 juillet exactement. Et puis, dès la rentrée de septembre 2023, on s'est mis un peu en réflexion autour de ça pour arriver à deux points et deux dates importantes. Celle de décembre dernier, où au conseil municipal, on a décidé à la majorité au niveau du conseil municipal de mettre en place le dispositif de participation citoyenne. Il y a eu une réunion publique le mois dernier concernant ce sujet. Et puis au conseil municipal de février, une décision, là aussi, du conseil municipal de partir sur la consultation qui aura lieu le 7 avril. Voilà, concernant la vidéoprotection. Donc les choses sont enclenchées sur ce schéma de tranquillité publique. On peut dire que ce serait une deuxième pierre à l'édifice. La gendarmerie, ce n'était pas suffisant pour vous d'avoir cet effectif de gendarmerie qui est là, qui peut rassurer la population, qui fait son travail. La gendarmerie, c'est 20 gendarmes, 20 militaires, mais la brigade a un territoire d'intervention qui dépasse de loin le cadre beaucouzéen, puisqu'il y a 7 communes qui sont impliquées sur ce territoire. Donc Bouchemaine, Saint-James, on va jusqu'à Saint-Clément. Donc c'est vrai que l'avantage d'avoir une caserne, une brigade sur Beaucouzé, c'est que les départs et les entrées se font de la commune. Donc il y a de la présence, bien évidemment. Ceci dit, le territoire est relativement large. Et puis, autre point particulier, c'est qu'on est quand même sur... Donc c'est c'est du domaine du régalien au niveau de l'État. Et voilà, je pense que l'État ne met pas forcément les moyens qu'il faudrait en termes de tranquillité publique un peu partout. Donc c'est cette question qui se pose, en tout cas par rapport aux communes, c'est quel est le relais pris par les communes en termes de tranquillité publique, puisque l'État pourrait mettre d'autres moyens, c'est des choix qui sont faits, mais en tout cas, il y a ce problème qui se pose. Alors, venons-en à ces caméras que vous installerez peut-être, ça dépendra. Alors, il y aura cette consultation, ce vote consultatif, et puis le conseil municipal tranchera. Vous les imaginez où, ces caméras, sur votre commune? Combien ça coûte? D'accord, donc des sujets importants. Alors, si on reprend le diagnostic sécurité qui a été fait par la gendarmerie, il est clair. La consultation portera sur le diagnostic qui a été fait par la gendarmerie et les préconisations de ce rapport, à savoir qu'on part sur le projet, en tout cas tel qu'il est défini, et il y aura un dossier qui sera en ligne et consultable en mairie dans les jours prochains. Il porte sur les entrées et sorties de ville, ce que préconise la gendarmerie. Et donc ça fait en nombre à peu près une quinzaine de caméras, y compris donc une couverture sur le secteur du Landreau. C'était une demande des
personnes qui gèrent un peu ce secteur-là, enfin qui ne le gèrent pas, en tout cas qui sont présents. Notamment tout ce qui est les concessionnaires auto, auto et moto, qui ont eu maille à partir aussi avec quelques événements malheureux. Donc il y a cette demande-là, et comme on est sur une entrée-sortie de ville, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et puis une option qui est celle de la borderie, notre salle de convivialité qui se trouve à l'extérieur de la commune, pour laquelle la question se pose éventuellement de mettre quelque chose. Donc on est en gros sur une quinzaine de caméras en entrée et sortie de ville. On suit sur la consultation les préconisations de la gendarmerie en la matière. En tout cas, nous, c'est ce sur quoi on a défini les choses pour la consultation du 7 avril. C'est la gendarmerie qui aura la main, le regard sur ces caméras. Alors, je pense que ce sera peut-être un peu plus expliqué. Bon, il y a Benoît qui est là, qui pourra en parler. Mais le principe, c'est de la vidéoprotection. Donc, c'est avec un terminal qui se situe en mairie, sécurisé. Et les images sont enregistrées. Et elles ne sont consultables que sur réquisition, gendarmerie ou parquet, par rapport à des faits particuliers. Et donc, si jamais ça se met en place, il y a 1, 2, 3 élus maximum qui sont référents et officiellement désignés comme étant garants du dispositif. Et les locaux ne sont ouverts et les caméras, ou en tout cas le terminal n'est consultable que sur réquisition. Et puis, au bout d'un certain temps, à définir, au bout d'un certain délai, les images disparaissent et puis elles sont remplacées par d'autres. Le coût approximatif? Alors le coût, nous, dans le dossier, on l'a déjà évoqué publiquement. On a mis une fourchette assez large, entre 200 et 300 000 euros. Tout dépend des problèmes techniques qu'on va rencontrer, tout dépend qu'on rencontrerait, parce que je vais rester sur du conditionnel, on va rester le 7 avril n'étant pas passé. Donc tout dépend des problèmes qu'on serait susceptible de rencontrer, tout dépend du matériel, du choix du matériel aussi, parce qu'on peut avoir du matériel basique et on peut avoir du matériel sophistiqué, haut de gamme. Tout dépend de ce qu'on veut mettre en place. En tout cas, si jamais on doit aller dans ce sens-là, on fera appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage là-dessus, les spécialistes qui pourront nous aider. Et puis, on n'est pas à l'abri de surprises, notamment sur tout ce qui peut être... alors, on travaille avec la fibre, mais on peut aussi avoir par moment des transmissions par radio ou autre. Et puis, là, on n'est pas à l'abri. Je sais que les petits camarades aux alentours ont ces soucis-là de temps en temps. Et donc, ça alourdit un petit peu la note. Donc, on a préféré mettre une fourchette assez large, sachant qu'après, on a la question de la maintenance, de l'entretien. Alors peut-être que Guillaume Gormand en parlera tout à l'heure, quand je l'avais eu au téléphone pour préparer aussi cette soirée il y a quelques temps, mais il en parlera certainement mieux que moi. Il considérait qu'il faut, penser à 10% d'entretien et de maintenance par rapport au coût d'achat. Voilà, c'est un ordre d'idée. Okay, d'accord. Juste pour conclure, rendez-vous le 7 avril. Pourquoi avoir souhaité consulter la population? Ça ne se fait pas systématiquement dans les communes qui décident d'implanter la Tout à fait. vidéo. Alors, je crois que ça a été une décision, quand je disais tout à l'heure, on a eu le diagnostic en juillet. On s'est revus, nous, au niveau groupe majoritaire, en septembre à la rentrée pour préparer la saison, je vais le dire comme ça, 23-24. C'est un sujet qui a été bien évidemment abordé, qui a été source de débats et de débats extrêmement intéressants au sein de l'équipe. Et on s'est dit que nos convictions n'étaient pas forcément identiques chez chacun, avec des convictions qui n'étaient pas forcément affirmées chez tout le monde non plus. Depuis 4 ans, on met en place tout un schéma de participation citoyenne qui fonctionne plutôt bien. On s'est dit que c'était une application aussi très concrète et pratique de cette participation citoyenne. Pour en avoir discuté là aussi avec un certain nombre de spécialistes que j'ai pu avoir au téléphone ces dernières semaines, sociologues, géographes ou spécialistes de la question,
la démarche leur semble extrêmement intéressante, originale, et en tout cas qui donne les clés, qui a pour ambition de donner les clés à chacun pour pouvoir prendre sa décision. Et je crois que ça a été... puis bon, pour les échos que j'ai pu avoir, et puis cette présence ce soir, je trouve que c'est plutôt, en termes de réunion publique, c'est plutôt réussi. Moi, ce que je cherche après, on fait tout ça, c'est pas pour avoir 10 votants effectivement le 7 avril, c'est pour qu'on ait une participation qui soit très correcte et significative. Et on terminera là-dessus, on en reparlera en fin de soirée évidemment. Une question, une seule. Une seule question avec une réponse, oui ou non. Voilà. Et donc, alors, peut-être dire la différence entre une consultation et un référendum. On est sur une consultation citoyenne. On pensait à l'origine qu'on serait sur quelque chose d'assez simple. Finalement, la consultation citoyenne obéit à un certain nombre de règles du code électoral. Et et c'est une obligation, on va faire comme si c'était un scrutin classique. Donc on va faire une répétition pour les européennes, en quelque sorte. On ouvre les 5 bureaux de vote, alors avec des différences de localisation, parce qu'il y a des activités dans les lieux où les bureaux de vote sont traditionnellement tenus. Mais pour autant, ça va être la même chose. Une amplitude horaire de 8h, 18h. Et puis un dépouillement qui sera officiel, public, une proclamation de résultats. Et après, ce sera au conseil municipal de s'emparer de ces résultats, de réfléchir, d'analyser un petit peu tout ça, à la fois sur le résultat, bien sûr, entre le oui et le non, et puis sur un paramètre aussi qui est extrêmement important, qui est celui du taux de participation. Mais alors, ça représente pas mal de boulot, ça représente aussi, en tout cas, une démarche qui nous intéresse, et puis je trouve que, voilà, quand on voit cette assemblée ce soir, je trouve que c'est plutôt intéressant qu'on aille dans ce sens-là, que chacun puisse s'emparer du sujet, qu'on soit peut-être pour un temps assez décalé du passionné ou du passionnel pour se dire bon ben voilà, c'est un choix qui est pas anodin, et autant qu'on prenne le temps d'y réfléchir et d'avoir des informations. Merci Monsieur le maire. Deux options, soit vous retournez en salle ou vous restez avec moi. Moi, je vais laisser la place à Benoît, je vais me mettre de l'autre côté. Très bien. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Et pour enrichir votre réflexion, eh bien, on va faire appel maintenant donc, à notre spécialiste grenoblois, Guillaume Gormand, qui, si tout va bien, nous entend et nous écoute attentivement depuis déjà un petit moment. Regardez-le. Il est là. Bonsoir, Guillaume Gormand. Bonsoir. Vous nous entendez bien, parfaitement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure comme l'un des spécialiste de la vidéoprotection, parce que vous avez fait une thèse en 2017, vous avez travaillé également en 2021 à la demande des officiers de la gendarmerie. C'est trop de dire que vous êtes le spécialiste français de la vidéoprotection. Comment vous définiriez ? Je vais rester humble, c'est plus acceptable pour tout le monde. Non, je travaille effectivement sur les questions de politique publique de sécurité depuis 2012 maintenant. Donc, dans le cadre de la criminologie, je suis rattaché, je suis aujourd'hui docteur en administration publique, chercheur associé à Sciences Po Grenoble, et également j'ai un pied dans le côté dur du professionnel où je suis chargé de mission sur les questions de sécurité à la métropole de Grenoble. Très bien. Et c'est de côté le côté spécialiste, disons que je connais un petit peu la question. Vous la connaissez bien, cette question. Plus globalement, quand on parle... Alors, quand je regarde l'objet de votre thèse, vous parlez, vous, plutôt de vidéosurveillance. On est d'accord, c'est la même chose. Est-ce que ceux qui parlent de vidéosurveillance sont ceux qui n'y croient peut-être un petit peu moins que ceux qui parlent de vidéoprotection ? On parle de vidéoprotection aujourd'hui. C'est la même chose, on est d'accord ? C'est absolument la même chose. Le terme de vidéoprotection est celui qui est le terme légal depuis 2011, depuis la LOPSI 2. Le terme de vidéosurveillance était celui qui était légal avant. Et moi, si je parle effectivement de temps en temps de vidéosurveillance, c'est pas que je fais offense à la loi, c'est tout simplement que dans un cadre scientifique, on ne parle que de vidéosurveillance parce que c'est le terme qui est reconnu dans le monde entier sur les questions, peu importe la langue utilisée. Donc, excusez le fait que j'utilise le terme de vidéosurveillance à la place de celui de vidéoprotection de temps à autre. C'est pas une position idéologique de ma part.
On en arrive à vos études que vous avez faites sur la vidéoprotection. Donc, qu'est-ce qu'elles montrent, ces études? Où est-ce que vous les avez menées? Dans des grandes villes, à Montpellier, dans des plus petites communes? Sur quel territoire exactement? Alors, pour répondre à votre question, je vais anticiper un tout petit peu. Effectivement, moi, j'ai mené ma thèse de doctorat sur le sujet de l'évaluation des politiques publiques de sécurité en prenant l'exemple de la vidéosurveillance. Tout simplement, donc j'ai choisi ce sujet de thèse en fin 2011 à la suite d'une mise en demeure de la Cour des comptes, mise en demeure de l'État, de produire une démarche d'évaluation, donc avec une méthodologie, et d'expérimenter cette méthodologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres évaluations, surtout à l'étranger. Il y a énormément de travaux à l'étranger. Mais effectivement, il y avait très peu de travaux sérieux, rigoureux, et surtout qui traitaient de l'intégralité de la question. Et pour répondre concrètement à votre question, j'ai mené mon terrain de thèse à Montpellier, donc sur un dispositif déjà installé, mais moi j'ai traité de nouvelles caméras qu'on déployait dans de nouveaux quartiers, avec une méthodologie qui serait trop long de détailler ce soir, mais sur laquelle je pourrais revenir si vous avez des questions. Et j'ai ensuite eu l'occasion, qui m'a été offerte par l'école des officiers de la gendarmerie nationale en 2021, de travailler sur le seul point que j'avais pas pu étudier lors de mon terrain de thèse, c'était l'aide de la vidéoprotection, des enregistrements de vidéoprotection à l'élucidation judiciaire. Donc j'ai pu travailler là-dessus sur 2021, et là c'était dans la région de Grenoble. Alors je vais vous poser la question, peut-être l'une des questions principales que se posent tous ceux qui s'intéressent à la vidéoprotection. Est-ce que ça fonctionne? Que montrent vos études? Est-ce que la vidéoprotection est efficace? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, vous avez 5 minutes. Alors, c'est parfois quelque chose que je développe sur 2, 3, 4 heures auprès de mes étudiants. Ça ne sera pas le cas ce soir, je rassure l'auditoire. Je vais vous faire plus court, je vais vous épargner beaucoup de détails. Mais je vais revenir d'abord sur votre question, parce que c'est une question à laquelle je suis habitué. Mais à mon sens, qui n'est pas la bonne question. En général, quand on me pose cette question, je réponds, mais si je vous demande si un marteau c'est efficace, est-ce que ça l'est ou pas? Tout dépend. C'est un outil. C'est efficace pour un certain usage et c'est efficace si c'est utilisé correctement, on va dire, globalement. La vidéosurveillance, c'est exactement la même chose. Ça peut servir à certaines choses, ça ne sert absolument pas à d'autres. Ça n'est pas le couteau suisse magique que l'on peut parfois imaginer. Ça ne répond pas au fantasme de l'absolu, de réduire de manière magique la délinquance. Par contre, ça, en effet, ça a des utilités. Et par contre, il faut que ce soit utilisé convenablement. Alors, je vais juste préciser un petit peu, parce que je me présume que ça ne vous satisfait pas que forcément intégralement comme réponse. C'est vrai, pas tout à fait. Pardon? Non, pas tout à fait, effectivement. Développer. On va souvent considérer que la vidéosurveillance, c'est un outil de dissuasion. C'est-à-dire comme ça qu'elle avait été légalisée en 1995. C'était un outil, dans le jargon un peu vulgaire, qu'on appelait de prévention situationnelle de la délinquance. Ça, c'est quelque chose qui est à balayer. Ce ne sont pas forcément uniquement mes études qui le prouvent, bien au contraire. Moi, je suis venu bien après beaucoup d'autres. Non, la vidéosurveillance ne dissuade pas. Elle ne va pas, à partir du moment où vous installez des caméras dans des rues, ça ne va pas faire descendre de manière magique le niveau de délinquance sur les espaces publics. On va souvent parler en criminologie de phénomène de déplacement de délinquance. Là, il ne faut pas faire la facilité, ce n'est pas un déplacement géographique forcément de la délinquance. D'ailleurs, vis-à-vis des déplacements géographiques, c'est absolument pas prouvé vis-à-vis de la vidéosurveillance. Vous allez avoir potentiellement, par contre, des effets de déplacement méthodologiques, typologiques. Ça veut dire que les délinquants d'habitude, les criminels d'habitude, vont incorporer pas le bon terme, vont intégrer le fait qu'il y ait des caméras. Intégrer, merci. Ouais. J'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui et les mots ne me viennent plus très facilement. Donc effectivement, vont intégrer cette menace qui est la caméra et la possibilité d'être identifié a posteriori ou autre risque qu'il va identifier. Et il va intégrer cette menace-là dans son comportement et adapter sa méthodologie. Je vais vous citer des exemples
comme des points de trafic de stupéfiants, par exemple, qui se sont parfois installés sous une caméra, mais qui se mettaient à travailler différemment. C'est une activité commerciale illicite, certes, mais c'est une activité commerciale. Donc, ils se sont adaptés et plutôt que de perdre leur clientèle, ils ont modifié leur méthode de vente. D'accord, ils s'adaptent. Donc, la vidéoprotection n'est pas forcément dissuasive. Alors, dissuasif, c'est quelque chose que l'on peut parfaitement écarter. Et souvent, il y a des chiffres qui sont avancés. On nous dit, moi, j'ai installé des caméras dans ma commune, j'ai installé des caméras dans mon département. Il y a eu une réduction de temps des statistiques. C'est pas comme ça qu'on fait du travail d'évaluation en évaluation politique publique. Et d'ailleurs, si vous installez des caméras que vous considérez qu'elles sont dissuasives, effectivement, vous pouvez avoir une baisse des statistiques. Inversement, si vous considérez que les caméras peuvent détecter des infractions, vous auriez une augmentation statistique. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait forcément le travail. Je passe sur les autres utilisations. À mon sens, l'intérêt le plus pertinent des caméras de vidéosurveillance, c'est pas quelque chose malheureusement qui concernera beaucoup. C'est les caméras qui sont exploitées en direct. Parce que lorsqu'elles sont exploitées par des opérateurs compétents qui ont une bonne relation avec les policiers nationaux, municipaux, les gendarmes, ils arrivent à aider les interventions, à sécuriser les interventions des agents qui sont sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne globalement bien. Il faut adapter la chaîne de fonctionnement, la chaîne de commandement, la chaîne d'information, etc. Et c'est quelque chose qui a un gros potentiel d'efficacité. Ça peut permettre aussi, bien sûr, de détecter des infractions. Alors, les caméras ne détectent pas toutes seules les infractions. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Vous allez intervenir. Non, oui, bien sûr, il y a toujours de l'humain derrière. Moi, l'autre question que je voulais vous poser, c'est quand même qu'elle arrive de temps en temps, même si ce n'est pas évidemment sur des pourcentages très élevés, à élucider quelques enquêtes, quelques crimes, quelques délits. J'allais y venir. Bien sûr, la vidéoprotection, surveillance, quand elle est utilisée a posteriori, c'est-à-dire qu'elle enregistre, c'est ce qu'expliquait M. le maire tout à l'heure, on enregistre sur une période maximale de 30 jours. En général, les communes réduisent un petit peu ce temps de conservation d'images parce que c'est extrêmement coûteux de conserver des images. Donc, on va conserver 15-20 jours. Si les gendarmes ou les policiers qui enquêtent sur une infraction qui s'est passée sur le territoire réquisitionnent des images en temps voulu, c'est-à-dire en temps qu'elles sont conservées, on peut découvrir des choses. Là, on va rebondir un petit peu sur l'étude que nous avons produite en 2021. Les chiffres ne sont pas forcément très en soutien de cet intérêt-là. Nous, on avait étudié sur 4 années pleines 2000 dossiers d'enquête qui concernaient des infractions du quotidien qui se passent sur les espaces publics. On avait traité des violences sur l'espace public, des vols liés aux véhicules, vols dans et de véhicules, les cambriolages, même si les cambriolages se passent par définition dans des espaces privés, les actes de commission, de préparation se passent sur les espaces publics, et les infractions à la législation sur les stupéfiants. Donc 2000 dossiers d'archives d'enquête de la gendarmerie nationale sur 4 territoires bien circonscrits. On a trouvé 22 enquêtes qui avaient pu être élucidées et pour lesquelles on avait découvert soit des indices, soit des preuves dans les enregistrements de vidéoprotection. Alors, ça montre déjà de base qu'on trouve des indices, on trouve des preuves, ça aide à l'élucidation. Le taux est relativement décevant, mais à mon sens, ce n'est pas forcément uniquement une faillibilité de l'outil technologique, c'est l'intégralité d'une chaîne. Si le marteau ne plante pas bien le clou, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément que le marteau n'est pas efficace. Là, c'est un petit peu la même chose. La vidéosurveillance, elle doit être utilisée convenablement, elle doit être... on doit rationaliser son fonctionnement et il y a plein de réglages, d'organisation, de moyens matériels, de moyens techniques, parfois technologiques, qui permettent d'améliorer potentiellement ce ratio-là. Mais donc oui, ça permet de découvrir des choses et comme je vous disais, je fais juste une dernière petite précision. Nous, on avait travaillé sur les enquêtes du quotidien. C'est l'enquêteur seul avec un dossier d'enquête important, enfin un nombre d'enquêtes important. Et c'est pas forcément le même nombre, le même chiffre, le niveau de découverte quand on est sur des enquêtes particulièrement graves, particulièrement marquantes, un enlèvement d'enfants, un attentat, des choses qui vont mobiliser une équipe d'enquête sur une seule et même enquête. Potentiellement, on va avoir des résultats beaucoup plus importants. Là, je ne peux pas vous donner de chiffres parce qu'il n'y a pas eu d'études en France à ce sujet. Et j'espère en mener une, mais il me faut les terrains pour le faire. Voilà, je vous laisse la parole parce que sinon je vais monopoliser
votre micro toute la soirée. Non, très bien, on est très attentifs. Et les Beaucousins qui sont venus très nombreux pour vous écouter, pas que vous, mais pour vous écouter, ont peut-être envie de vous entendre sur ce qui pourrait peut-être arriver chez eux, donc cette installation à Beaucouzé, sur l'implantation de ces caméras. Où est-ce qu'il faut les mettre pour qu'elles aient la plus d'efficacité possible? Ici, par exemple, ce serait plutôt aux sorties, aux entrées et sorties de la commune. Est-ce que c'est le bon dispositif? Tout dépend de l'objectif. Si j'ai vu un petit peu les chiffres tout à l'heure des infractions, et j'en avais parlé avec monsieur le maire il y a quelques semaines dans le cadre de la préparation de cette séance, tout dépend de votre objectif. Si la crainte principale et le niveau d'infraction, enfin la typologie d'infraction principale, c'est les cambriolages qui viennent de l'extérieur de la commune, filmer les entrées, les abords de la commune, ça peut être effectivement pertinent. Après, il faut aussi garder en tête le fait que je parlais tout à l'heure de comportement de déplacement méthodologique des infractions. On peut avoir effectivement ce comportement-là avec des gens qui vont venir faussement immatriculer dans votre commune pour commettre des infractions. Après, on va aussi reposer sur le profil des auteurs des infractions. Vous avez des gens qui anticipent bien, qui réfléchissent correct, donc qui vont s'adapter. Vous avez des gens qui réagissent plus sur l'opportunité, une motivation qui est non réfléchie, qui est non anticipée. Et potentiellement, là, ces individus-là, on peut plus facilement les retrouver. Donc, filmer les entrées de ville, ça peut être très pertinent. Après, si vous avez d'autres objectifs, la vidéosurveillance, elle est nécessairement sur mesure. Donc sur mesure vis-à-vis de la typologie d'infraction de votre territoire, du niveau, de la quantité d'infractions et des priorités de la commune. Parce que si vous avez à côté de ça une police municipale fortement déployée sur le territoire, si vous avez une gendarmerie, j'ai entendu parler de cette brigade nouvellement installée sur le territoire municipal, tout dépend des autres moyens, parce que la vidéosurveillance, elle ne fonctionne pas toute seule, c'est un petit peu ce que je dis tout à l'heure. Donc il faut qu'elle s'intègre. Alors le vocable actuel parle de continuum de sécurité. Traditionnellement, on parle de partenariat de sécurité, c'est un terme qui existait déjà. Et il faut que les caméras et ce système de vidéoprotection s'intègrent au partenariat local et viennent accompagner les acteurs qui participent à la sécurité de votre territoire. Dans tous les cas, les caméras ne sont pas un système autonome. Ici, on fait participer la population. Sur ce que vous avez vu d'après vos études, aujourd'hui, la vidéoprotection, c'est quoi? C'est une volonté politique ou c'est une volonté qui vient avant tout des citoyens qui en ont besoin, qui la réclament? C'est plein de choses. Alors déjà, je fais une petite parenthèse pour dire que c'est assez original de voir qu'il y ait des consultations publiques des consultations citoyennes sur le sujet. C'est très bien, à mon sens, d'avoir cette approche-là. Et je vous remercie aussi pour l'invitation, parce que c'est pas forcément évident que le monde académique soit associé à ces réflexions. Dans ma parenthèse, qu'est-ce qui motive les communes à déployer des caméras de vidéoprotection? Il y a plein de raisons. Vous avez un phénomène de propagation. J'avais appelé ça comme ça dans le cadre de mes recherches, phénomène de propagation, c'est-à-dire que, on va dire, entre communes voisines, vous avez une commune qui installe des caméras, la commune d'à côté qui n'avait pas forcément l'intention, le projet d'installer des caméras sur son territoire, va se dire, oui, mais potentiellement, ça démontre que si on installe des caméras, ça démontre que la commune se charge des questions de sécurité, donc potentiellement, je vais pouvoir attirer plus de population, plus d'activités industrielles, plus de commerce, etc. Les gens vont venir s'installer ici parce que on démontre qu'on se charge des questions de sécurité. Donc il peut y avoir cet effet de propagation qui existe, donc avec des gros guillemets de contamination entre communes voisines. Vous avez la réclamation de la population, c'est des réclamations qui sont faites régulièrement. Il y a également les questions de financement. J'avais rencontré un chercheur britannique qui avait beaucoup travaillé sur la question fin des années 90 et pendant les années 2000, qui s'appelle Martin Gill, qui m'avait dit en Angleterre, on avait un peu ces mêmes questions-là, beaucoup plus tôt que nous. Il y avait des financements autour de la vidéoprotection, effectivement, beaucoup plus tôt que nous. Et lui m'avait expliqué que l'État britannique allait voir les communes et disait, faites ce que vous voulez pour améliorer les questions de sécurité sur votre territoire.
Par contre, si vous mettez des caméras de vidéoprotection, on vous en finance une partie. La question de financement, c'est pas du tout anodin. Alors, je ne sais pas quels sont les niveaux de financement sur votre territoire et dans votre département. Dans tous les cas, il y aurait des accompagnements du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il peut aussi y avoir des accompagnements de la part du département, du conseil régional, etc. Et tous ces accompagnements, c'est quelque chose qui va aussi potentiellement motiver une commune à déployer des caméras. Il y a plein de raisons, je vais en passer. Il y a aussi le fait que potentiellement, les gendarmes, les policiers vont vous dire nous, ça nous aiderait dans nos enquêtes si vous installiez des caméras, parce que parfois, il n'y a pas suffisamment d'outils d'enquête, d'outils d'investigation, et les caméras, c'est quelque chose en plus. Et si vous avez un événement majeur dans la commune, dans tous les cas, elles seront mobilisées. Donc voilà, toutes ces raisons peuvent amener à un déploiement de caméras ou à se doter d'un autre dispositif de prévention de la délinquance. Guillaume Gourmand, le fait qu'il y ait une brigade de gendarmerie, effectivement, pas uniquement dédiée à la commune de Beaucouzé, mais installée ici sur la commune, c'est un avantage quand on met la deuxième pierre à l'édifice, quand on remet des caméras de vidéo. Vous l'avez dit, c'est toute une chaîne. Alors, il n'y a pas de police municipale ici, ou peut-être pas encore, mais voilà, c'est la chaîne complète aujourd'hui qui fait que on sera un peu plus tranquille dans les communes françaises. C'est une question compliquée. C'est une question assez compliquée. Moi, ce que j'explique souvent, je suis régulièrement consulté par des communes petites, moyennes, grandes, qui me demandent est-ce qu'on déploie des caméras ou est-ce qu'on développe notre dispositif. On a déjà tant de caméras, est-ce qu'on en met plus? Ce que je leur réponds souvent, c'est quel est votre niveau de financement? Quels sont vos enjeux, quelles sont vos problématiques locales et quels sont les autres moyens dont vous disposez. Si vous avez une police municipale bien équipée, tous les postes sont occupés, vous avez de la prévention éducative de la délinquance, vous avez des dispositifs de prévention sociale de la délinquance, il y a plein de choses. La commune est protégée par... je veux dire, les locaux municipaux sont protégés avec des systèmes d'alarme et autres, etc. Et que vous avez encore des billets disponibles pour les questions de sécurité, potentiellement, avec de la vidéosurveillance en plus. Ça peut être un plus. Après, c'est une question de priorisation. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. En fait, c'est une décision parfaitement locale. Moi, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants du territoire, les enjeux de Beaucouzé et la vie de la population. La vie de la population, a priori, début avril, ça sera exprimé. Merci Guillaume. Vous restez avec nous. Alors, la vidéo, ça va. Le son, c'est parfois un petit peu compliqué de vous entendre. Mais de mon côté aussi. Mais vous êtes loin, oui, je sais. Donc, on va demander... Vous restez avec nous parce qu'on aura sans doute d'autres questions pour vous. Et puis, on va aller sur un exemple local où là, il y a de la vidéoprotection d'installer, n'est-ce pas, monsieur le maire Benoît Cochet de Montreuil-Juigné, qui allait nous expliquer comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, les résultats, tout ça. Enfin, on a plein de questions à vous poser. Donc vous allez être un peu plus audible que notre ami Guillaume. Bonsoir déjà, monsieur le maire. On vous voit bien, on ne vous attend pas. Voilà, c'est bonsoir, monsieur Lardeux. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Maire de Montreuil-Juigné, commune évidemment que vous connaissez bien, avec une vidéoprotection qui est installée déjà depuis de nombreuses années. Oui, on peut dire ça. Alors la vidéoprotection à Montreuil-Juigné, elle a débuté en 2018. Son déploiement a débuté en 2018. Nous aussi, à l'époque, en 2014, pour tout vous dire, ça ne faisait pas partie du programme électoral. La ville de Montreuil-Juigné dispose depuis 30 ans d'une police municipale et lorsque mon prédécesseur a pris ses fonctions en 2014, dans le diagnostic qu'il a partagé avec le chef de service de la police, il a évoqué, le chef de police a très vite évoqué la question de la vidéoprotection comme un outil, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est un outil complémentaire à l'action de l'homme. Ce n'est pas vous rejoignez ce qu'a dit Guillaume pleinement. Alors certes, et qu'on soit clair, je porte le projet de la vidéoprotection à Montreuil-Juigné. J'en suis le premier convaincu en tant que premier magistrat de cette commune. Mais ce n'est pas la panacée. Ça ne répond pas à tout et ça ne remplace pas et ça ne remplacera jamais l'homme.
je parle plus aux policiers municipaux que je ne parle aux caméras de vidéoprotection. Et donc c'est en 2018 que la vidéoprotection, suite là aussi à un diagnostic sécurité réalisé par la gendarmerie, que la vidéoprotection a vu le jour à Montreuil-Juigné. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la phase finale. On a terminé, alors il en reste 2, mais elles vont voir le jour d'ici quelques semaines, à la phase finale de déploiement de notre schéma de vidéoprotection avec 32 caméras qui couvrent les entrées de ville, donc l'ensemble de nos entrées de ville et nos bâtiments communaux. D'accord, donc c'est un petit peu le même dispositif qui pourrait être mis en place ici à Beaucouzé. Alors pour quelle efficacité, c'est la question que je posais à Guillaume Gormand, mais bon, il y a une vue un peu plus large. Vous avez la vue du terrain, donc vous avez des chiffres à nous donner. Oui, et pour compléter ce que disait M. Gormand, je pense que je ne vais surtout pas contredire quelqu'un qui a fait une thèse sur la sécurité, j'en suis loin, mais l'effet n'est pas le même dans nos petites communes de moins de 10 000 habitants, qu'une collectivité comme Angers. Je pense qu'on attend et pas la même chose, et il n'y a pas le même effet escompté. Le premier effet qu'on a connu à Montreuil-Juigné, c'est l'effet plumeau. C'est l'effet repoussoir de la délinquance. Je suis désolé, vous en faites peut-être partie des premières victimes. Je prendrai à la fin toutes les plaintes, je promets, Yves, je ne suis pas le seul responsable des cambriolages à Beaucouzé, mais je vais les assumer. Non, mais en tout cas... donc vous diriez qu'elle est quand même dissuasive pour le coup. Oui, alors. Oui, et je prends l'exemple des communes nous, très proches. Cantenay-Épinard, alors Avrier en avait avant nous, donc Avrier n'était pas une question, mais Cantenay-Épinard et Longuenay en Anjou, pour avoir régulièrement échangé avec les collègues, ils nous ont dit... Tu nous embêtes un peu, pour ne pas dire autre chose, avec ta vidéoprotection, parce qu'on assiste, là où nous, on n'avait pas forcément une diminution, mais par contre, on a vraiment assisté à une stagnation. Là où on avait des chiffres qui avaient tendance d'année en année, alors c'est toujours très fluctuant, mais avec une population qui croît, forcément, à un moment, on démultiplie le risque. Mais l'arrivée de la vidéoprotection a eu un effet de stagnation des faits et qui se sont en effet retournés. Et la gendarmerie, vous le savez, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire, agit sur plusieurs territoires, nous disait souvent, oui, vous n'avez pas de chance, c'est à Longuenay que ça a tapé cette nuit, il y a eu 5 cambriolages et nous, on n'en avait pas. Alors, il n'empêche que faut aussi avoir un discours de transparence. Montreuil-Juigné a connu entre octobre 22 et octobre 23, sur une année glissante, 80 cambriolages. On n'avait jamais connu ça. La vidéoprotection était là. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y en a eu. Bon, la satisfaction aujourd'hui, j'en parle d'autant plus que l'équipe qui est à l'origine d'une 50aine de ces 80 cambriolages et qui était à l'origine de 200 cambriolages dans le Maine-et-Loire a été arrêtée. Et a été arrêté grâce à la vidéoprotection. Je vous donne l'exemple. Il y a un cambriolage qui se passe une nuit dans une maison. Les cambrioleurs, l'équipe débranche une box. Ça donne un horaire, 3h02. 3h02, les bandes de l'ensemble de nos vidéoprotections sont saisies. Et là, les voitures sont passées au crible. Le surlendemain, parce qu'il faut quand même... les équipes sont au domicile de la personne. Alors bien sûr, qu'il y avait une plaque qui n'était pas fausse, c'est tout ça aussi. Après, il y a tout un tas d'éléments. Mais il n'empêche qu'on est venu mettre fin, à la série de cambriolages. Et c'est vrai que de pouvoir, là c'est des faits matériels, parce que c'est quand vous rencontrez en tant qu'élu local des gens qui viennent de se faire cambrioler, c'est un traumatisme. Et c'est vrai que quand après vous pouvez leur dire alors malheureusement ce qui a été généralement volé, c'est parti, ça s'est évaporé, mais de pouvoir se dire qu'il y aura justice. C'est une partie de la réponse qui est aussi apportée. Donc une élucidation là importante. Il y en a eu d'autres, Guillaume Gormand nous le dit, le pourcentage d'élucidation est assez faible. Quelques autres exemples malgré tout, où ça reste assez minime? Alors, en effet, c'est essentiellement sur des préjudices dits matériels. Là, je vous ai parlé des cambriolages. On a tout ce qui est incivilité d'ordre public. Ça peut aussi être des vols de voitures. Alors ça, c'est assez simple. C'est vrai que c'est quelqu'un qui fait voler sa voiture sur Montreuil-Juigné sur une nuit. Plus le créneau est identifié, plus le travail ensuite des enquêteurs va être facilité. Parce qu'il ne faut pas oublier derrière
qu'il y a des heures passées quand même. C'est l'exploitation aussi de la vidéo. Hein. C'est bien quelqu'un qui arrive qui dit « Je me suis fait cambrioler cette nuit ». Oui, à quelle heure? Je me suis couché, il était 19 heures, j'ai fermé mes volets, ma voiture a disparu, je me suis levé, il était 9 heures. Oui, donc il y a plus de 12 heures de bande à regarder sur 4 entrées de ville, donc c'est du temps. Il n'empêche que si ça permet d'élucider, c'est le temps que passent les forces de l'ordre à ça. Et donc, tout ça pour dire, j'en ai perdu le fil. À côté de ça, il y a des faits humains. Moi, je sais qu'un jour, la vidéoprotection de Montreuil-Juigné a permis de mettre le point final à une affaire qui était une affaire de viol, hein, dont il y avait derrière 7 victimes, grâce à quelqu'un qui, alors avec sa voiture, est passé à Montreuil-Juigné, une plaque d'immatriculation. Ça a permis de recouper. Encore une fois, c'est un élément d'enquête supplémentaire, mais ça m'a valu quand même un petit appel à l'époque du colonel de gendarmerie de l'époque du Maine-et-Loire qui nous remerciait parce que c'était une grosse affaire et que ça avait été le point d'orgue et le point final et la preuve. Voilà. Ça a aussi servi pour l'anecdote. Vous avez peut-être tous suivi. On a eu dans le Maine-et-Loire un fugitif le 3 et 4 juillet dernier, sûrement la plus courte nuit de mon mandat. Mais ça m'a permis de voir à 1h du matin, avec le chef de police, ce fugitif passer devant les bandes. C'est rassurant et pas rassurant, parce que vous le voyez rentrer, mais vous ne le voyez pas sortir. Donc vous vous dites, bon, eh ben, il est sur le territoire et il va falloir le chercher. Et la preuve en est, l'exemple, comme quoi ce n'est pas infaillible. Il est rentré par un endroit de la ville, le long d'une route, donc il y avait une caméra de vidéo. Il est sorti par un chemin dérobé, enfin un chemin piéton, voilà, dans lequel on n'a pas de vidéo, on ne l'a jamais vu sortir. Et pour celles et ceux qui ont suivi l'affaire, il a été retrouvé à Vrier, il n'était pas repassé devant. Donc, encore une fois, voilà, ça aide, ça complète, mais sur cette affaire-là, c'est l'homme, avec un grand H, hein, les hommes et les femmes, bien sûr, qui ont retrouvé cette personne-là. Ça n'a été qu'un appui supplémentaire. Contrairement à Beaucauzé, vous, à l'époque, vous n'avez pas opté pour la consultation citoyenne. Si c'était à refaire, vous le referiez ? C'est une bonne question et on dit toujours qu'on prend les idées chez nos voisins, mais oui, je pense que nous aussi, on a déployé tout un tas de directives en termes de participation citoyenne, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus seulement, on ne doit plus attendre que des élections municipales. Les citoyens attendent, et votre présence le montre ce soir, d'être consultés tout au long du mandat. Qui plus est, lorsqu'il y a des changements, enfin des points qui n'étaient pas éventuellement au programme. Donc oui, je pense que ça pourrait être une possibilité, d'autant plus qu'à Montreuil-Juigné, on ne va pas se mentir, quand moi j'ai toujours cette anecdote en tête, au début, on a tendance à vous dire non, on ne veut pas de la vidéoprotection parce qu'on est assez précurseur. Enfin, c'était ça au début? Il y avait des réticences, des freins dans la population? C'était parfois des échanges un petit peu politiques, j'ai envie de dire, sur le sujet, mais il pouvait y avoir, oui, quelques freins, pas franchement exprimés, mais des gens qui étaient un peu réticents. Par idéologie, plus peut-être? Sûrement par idéologie, puis par questionnement sur la réelle efficacité du dispositif, il faut être honnête. Il y avait aussi il a fallu rassurer, expliquer que ce n'est pas l'œil de Moscou, que comme à Beaucauzé, on n'a pas de centre de supervision urbain, donc en fait les caméras sont dans une pièce sécurisée. Alors la différence, c'est que nous, on a une interface supplémentaire qui est la police dorénavant pluricommunale, puisqu'elle est liée à Longuenay en Anjou. Et c'est le schéma, hein, c'est quelqu'un qui doit déclarer un fait, dépose plainte, la gendarmerie prend contact avec notre service de police municipale en disant il y a eu un cambriolage telle rue à tel endroit, à telle date, telle heure. Et donc, la police municipale va déjà passer du temps, elle, pour prévisionner ou en tout cas faire en sorte que l'image qui soit fournie soit significative. Ou, voilà, il y a un travail collaboratif. Puis ensuite, on transmet les bandes à la gendarmerie, voilà, pour qu'elles servent de pièces. Et donc, pour répondre à la question initiale sur est-ce qu'on consulterait, oui, je pense que ce serait une façon de consulter parce que il y avait un vrai sujet à l'époque. Enfin, c'était un sujet de débat. Mais la petite anecdote, c'est qu'à l'avant, c'était la vidéo. Et maintenant, à chaque fois que j'ai tendance à me déplacer... Tout le monde en veut au coin de sa rue. Exactement, c'est monsieur le maire. Quand est-ce qu'il y a une caméra au bout de la rue? Et c'est aussi l'importance de suivre les préconisations qui sont données par la gendarmerie. Ça donne un schéma,
On ne déploie pas, enfin en tout cas, c'est une conviction, mais je crois que c'est un peu partout pareil, on ne déploie pas une caméra de vidéoprotection à chaque bout de rue. Voilà, il faut avoir une cohérence, une organisation, et puis ça permet aussi à un moment de dire, non, il n'y en aura pas au bout de la rue. Je sais que la rue a été victime d'un certain nombre de cambriolages, mais ce n'est pas pour autant que je vais venir au bout de cette rue implanter l'outil. L'outil, il est aux entrées, aux sorties, sur nos bâtiments communaux. Est-ce que la cohérence, et là je parle au maire de l'agglomération, elle ne doit pas être... parce que toutes les communes de l'agglomération ne sont pas équipées, Beaucouzé pas encore, Saint-James-sur-Loire, on en parlait tout à l'heure avec le maire. Donc il y a cet effet plumeau, effectivement, qui va peut-être inciter les autres communes. Quel est votre regard sur la vidéoprotection dans l'agglo ? Oui, alors après, ça relève de la police du maire. En effet, on est sur la sécurité du territoire. Je rejoins aussi Yves Colliot sur le fait que, alors j'ai tendance à dire que la sécurité, c'est la première de nos libertés. Pour autant, la sécurité est un domaine régalien qui dépend de l'État. Et moi, ça nous a permis aussi d'avoir quelques petites négociations avec la gendarmerie sur dire, très bien, la ville de Montreuil-Juigné avance un certain nombre de pions et de moyens techniques et financiers. On en attend autant de l'État sur le sujet. Donc après, comme je disais, oui, ça reste une politique communale. Moi, je regrette qu'aujourd'hui, nous, par exemple, on l'ait déployé et que ça a eu un effet plumeau sur d'autres communes. Bon, forcément, les habitants de Montreuil-Juigné nous disent nous, on est contents. Alors, tout à l'heure, j'entendais, je ne sais plus qui est-ce qui disait oui, ça fait venir les gens. Je n'ai pas l'impression d'avoir des Beaucouzéens qui déménagent en masse vers Montreuil-Juigné pour autant. Bien sûr, Montreuil-Juigné est une ville au bord de la Mayenne, mais non, blague à part, c'est plutôt pour l'habitant qui y habite et pour se sentir en sécurité. Et en fait, c'est aussi de se dire la collectivité, elle fait le maximum sur le sujet. Mais encore une fois, faire le maximum, ce n'est pas tout arrêter. Et moi, je dis souvent que la sécurité ou la tranquillité publique, c'est un savant dosage entre des moyens, certes, de sécurité publique, type force de l'ordre, mais aussi les moyens qu'on va investir dans la cohésion du territoire, dans le lien social, voilà, pour faire en sorte de traiter les problématiques en préventif plutôt qu'en curatif. Moi, je préfère que... Je suis toujours heureux de me dire qu'on a dans un quartier, on a une animation qui a emmené les populations à la cohésion, plutôt qu'on vient de me dire qu'on a résolu 40 cambriolages, parce que l'effet, il n'est quand même pas le même. Il y a eu des victimes dans l'un. On parlait de coûts tout à l'heure. Est-ce que ça représente quand même un coût élevé pour une commune comme la vôtre ? Alors oui, je pense que c'est un coût conséquent. À ceci près qu'on est passé à un moment où la vidéoprotection c'était déjà déployée, mais dans un certain nombre de communes, mais pas tant que ça. Donc je dirais qu'on est passé avant la crise sanitaire, avant la crise de l'inflation. Aujourd'hui, les 32 caméras sur Montreuil-Juigné ont été déployées sur un certain nombre d'années. C'est un coût global qui avoisinerait de 150, 300, et on est à 32 quand Beaucouzé évoque aujourd'hui ce coût pour une quinzaine. Voilà. Mais ça, c'est la demande qui a tout simplement augmenté. Et nous, à l'époque, on a pu, surfer sur des prix qui étaient sûrement plus accessibles. Bon, on est aussi, il y a l'État nous soutient via le FIPD. À hauteur de combien ? On peut espérer une trentaine de pourcents, 30% de fonds de prévention interministériel de la délinquance, le fonds interministériel de prévention de la délinquance, voilà, qui vient soutenir toutes les actions en lien avec toutes les actions d'investissement en lien avec la sécurité. Voilà. Mais les communes sont aujourd'hui un peu plus nombreuses, on le voit bien. Beaucouzé, Bushman vient de commencer son déploiement. Voilà, encore une fois, j'insiste sur l'outil au service d'hommes et de femmes qui agissent au quotidien pour la sécurité. Merci, monsieur le maire. On va peut-être demander à Guillaume Gormand s'il est
toujours avec nous, logiquement. Il vous a écouté religieusement. Ce que vous pensez de ce déploiement, voilà, sur une commune, voilà, avec des habitants. Vous êtes combien d'habitants à Montreuil-Juigné? On est 8000. 8000, un petit peu plus importante que Beaucouzé. Est-ce que ça, voilà, par rapport à ce que vient de nous dire Monsieur le maire, ça vous paraît un investissement efficace? Ça a l'air efficace, on regarde les résultats affichés. Et je vous félicite de ces résultats. Et si, moi, je ne peux que vous inviter à accueillir une démarche d'évaluation rigoureuse sur votre territoire. C'est une bonne idée, tiens. Oui. Démontrer l'efficience du dispositif. Mais blague à part, c'est toujours délicat d'évaluer sans avoir de chiffres concrets et de démarches rigoureuses. Après, si dans tous les cas vous avez résolu les quelques affaires que vous avez citées, si votre population est satisfaite, si voilà, tous ces si, c'est positif. Je ne peux que vous dire que ça. Après, voilà, l'effet plumeau que vous avez évoqué plusieurs fois, scientifiquement, il n'est absolument pas démontré. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses? Vous avez parlé d'une police pluricommunale. Là, potentiellement, est-ce que ça a été développé en même temps? Est-ce que c'est pas ça qui a repoussé à côté, etc. Voilà, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Si vous avez ces résultats-là et si effectivement ils sont liés à la vidéosurveillance, je ne peux que vous féliciter. Très bien. Voilà, vous êtes adoubé, mais vous avez bien compris qu'il est preneur pour venir faire un petit tour du côté de la Mayenne, éventuellement, Guillaume Gormand. Très bien. Je viens régulièrement et j'ai de la famille en Bretagne, donc je viens dans l'Ouest régulièrement. Bref. Vous êtes bienvenu à Montreuil-Juigné. Je vous y accueillerai avec plaisir. Merci, monsieur. Très bien. Voilà, juste peut-être une dernière question. Ce sont des entreprises privées qui installent. Il y a du lobbying, j'imagine, aujourd'hui. Il y a un vrai marché important. Comment on fait le choix? Bah oui, alors après, on est sur le cadre de la commande publique, hein, forcément. Et oui, il y a du monde au portillon, hein, sur le sujet, hein, de dire ainsi. Et comme le disait tout à l'heure M. Gormand, je pense qu'il y a aussi, on parlait du marteau, c'est aussi la qualité du marteau, hein, et donc la qualité de la caméra. Avoir une caméra qui ne lit pas les plaques la nuit, alors qu'on n'a plus d'éclairage public, c'est embêtant. Moi, ou encore une fois, il y a les MUN, alors ça c'est la voix de la gendarmerie qui me le dit, ils vendent leur sujet sûrement, mais dans le sens où il y a des communes qui n'ont pas suivi le diagnostic de la gendarmerie. Bon, bah, les caméras de protection sont placées à des endroits qui ne sont pas stratégiques. Bah, en fait, la vidéoprotection, elle ne sert que peu. Voilà. C'est la gendarmerie qui a défini les... Oui, bah, qui a fait un diagnostic, ouais. comme c'est le cas à Beaucouzé. Et moi, je ne peux qu'encourager. Enfin, la gendarmerie, elle n'a rien à gagner ou à nous donner les bons endroits. Enfin, si elle a tout à gagner, je veux dire, elle n'a rien à perdre, elle a tout à gagner à nous donner les bons endroits pour les placer, pour placer ces outils qui serviront l'enquête de l'homme demain. Montreuil-Juigné, pour info, 2023, c'est 32 réquisitions. Il y a eu 32 fois des réquisitions, c'est-à-dire derrière 32 dossiers. Et les services de police pluricommunale m'évoquent en début de semaine là, que 95% de ces 32 dossiers ont été résolus. Alors, la vidéoprotection a aidé, mais c'est pas force. Et encore une fois, ce n'est pas seulement la vidéo qui aide. C'est un outil complémentaire, voilà, et d'aide à la résolution de. Je crois plus à l'aide à la résolution de l'enquête qu'à l'effet dissuasif dans la balance. Je suis convaincu qu'il y a eu un effet dissuasif. Alors, est-ce que c'est un concours de circonstances des chiffres? J'y crois guère, parce qu'on voyait les graphiques monter progressivement, et à partir du moment où on l'a déployé, on a assisté à une stagnation. Il n'empêche qu'on a eu un pic l'année dernière, je vous l'ai annoncé, sur les cambriolages, mais on a apporté une réponse à ça. Et là, depuis septembre, je demandais à la gendarmerie, Montreuil-Juigné, il n'y a pas eu un seul cambriolage depuis septembre, mais parce qu'on sait aussi que ça fonctionne par vague. Voilà, et je n'attends pas la prochaine, hein, bien sûr, mais à part celle que j'aurai cet été sur la plage. 32 caméras chez vous, mais des caméras, il y en a partout ailleurs, sur les banques, certains privés peut-être. Tout le monde est filmé partout, tout le temps. Seuls les vôtres, on indique que vous l'êtes, hein, c'est une obligation.
C'est ça. Oui, oui, à l'entrée du territoire, hein, pour celles et ceux qui, même quand vous arrivez sur Angers, hein, ou toute commune qui l'a dorénavant déployé, à l'entrée de la ville, il est indiqué que le territoire est placé sous vidéoprotection et qu'il y a un droit de recours, hein, bien entendu. Quelqu'un qui souhaiterait, c'est très, très normé, très organisé. C'est la question de la liberté individuelle derrière. Tout à l'heure, on parlait de la conservation des images. Je tairai le nombre de jours, hein, pour lequel Montreuil-Juigné conserve ces images. C'est des données confidentielles sur ce point-là. Mais sachez que c'est limité à 30 jours. La loi fait que vous ne pouvez pas les conserver de plus de 30 jours. Vous pouvez le faire moins. Plus vous les conservez, plus il faut des gros serveurs. Hein. Donc il y a aussi ces questions de bon équilibre, voilà, pour les garder un nombre de jours sans que ça ne soit trop conséquent. Et oui, mais tout est cadré. On disait un local. Pour tout vous dire, je n'ai même pas, en tant que maire, et aucun de mes élus n'avons, puisqu'on a une police, n'avons accès et n'avons le code d'accès à la salle sécurité. On me l'a proposé, j'ai dit non, je préfère pas l'avoir. Comme ça, au moins, je ne suis pas tenté, je ne me verrai pas être tenté, mais les choses sont claires. C'est le métier des forces de l'ordre que de traiter cette question et voilà, et de nous alerter lorsqu'il y a besoin. Vous n'avez pas installé une petite caméra au bout de votre rue? Ah non, je n'ai pas de caméra au bout de ma rue. Merci Benoît Cochet pour toutes ces explications. Montreuil-Juigné, Beaucouzé. Est-ce que vous me permettez 2 petits commentaires? Alors, Monsieur Gormand, excusez-nous. Vous pouvez répéter la question? Deux petits commentaires. Ah, mais allez-y, je vous en prie. Alors, je pense qu'on a un décalage. Non, vous écoute. Ok, c'est bon. 2 petits commentaires en complément de ce qu'indiquait Monsieur le maire. D'abord, sur le fait que qu'il faut suivre les recommandations de la gendarmerie nationale. Je m'inscris à 100% dans ce commentaire-là. J'ai pu évaluer les résultats de communes qui n'avaient justement pas suivi les préconisations qui avaient été faites par la gendarmerie dans le cadre de l'étude que je citais tout à l'heure de 2021 sur l'élucidation judiciaire. Et les résultats étaient pourtant, pour une commune qui avait équipé son territoire considérablement, avec un nombre de caméras important, avec une technologie assez avancée, donc qui avait mis une partie importante des finances de la commune dans cette technologie-là, les résultats étaient assez catastrophiques. Donc je ne peux que vous recommander de suivre les préconisations de la gendarmerie, notamment dans un modèle comme le vôtre, c'est-à-dire, dans celui que vous proposez en l'occurrence, parce que vous n'aurez pas d'exploitation en direct, pas de centre de supervision urbaine, comme M. le maire en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire pas d'agents qui sont constamment derrière les écrans, ou en tout cas dans la journée derrière les écrans. Donc, c'est-à-dire une utilisation uniquement a posteriori par les gendarmes. Dans ce cas-là, il faut que ça soit installé aux endroits où les gendarmes les considèrent pertinentes. Après, sur d'autres modèles, on peut imaginer une ingénierie locale pour installer des caméras là où ça répond plus aux enjeux de la commune. On va être dans des communes beaucoup plus importantes avec des finances plus importantes, c'est-à-dire avec une exploitation humaine en direct et une ingénierie qui permet de repenser et de compléter les préconisations qui sont faites par la gendarmerie. Ça, c'est le premier commentaire. Deuxième commentaire, juste un point de détail, c'est du juridique, je suis désolé, mais sur les questions d'affichage, toutes les caméras qui filment les espaces publics ou les espaces recevant du public doivent être mentionnées par un affichage réglementaire. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une banque, s'il n'y a pas d'affichage, les caméras qui sont installées ne sont pas légales. Juste une précision là-dessus. Et à savoir que les caméras qui sont installées par les banques ou par les commerces sur leurs abords peuvent également être réquisitionnées par les gendarmes ou les enquêteurs police nationale dans le cadre de leurs enquêtes. C'est-à-dire que, je rejoins, c'est un petit peu ce que disait aussi M. le maire tout à l'heure, lorsqu'il y a une enquête, un enquêteur va devoir parfois exploiter des centaines d'heures d'images de vidéoprotection parce que sur un délai de 2 heures de commission de l'infraction, il va parfois consulter les 10 caméras de la commune, plus 10-15 caméras qui sont des caméras soit d'acteurs privés de commerce, d'industrie, mais également des personnes, des privés qui ont des caméras également chez eux. Voilà, tout ça, ça fait une masse d'informations assez considérable et les enquêteurs parfois régulièrement se retrouvent à exploiter un nombre considérable d'heures d'enregistrement vidéo. Je vous laisse la parole, je suis désolé, je parle très longtemps. Non, mais merci à vous de ces compléments, Monsieur Gormand. C'est pour ça qu'on vous a convié
à venir et à apporter votre science ce soir. Merci à vous. J'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. Ça sera à vous de jouer le 7 avril, mais c'est déjà aussi à vous de jouer ce soir. Si vous avez d'autres questions, je vais demander à Yves Colliot de venir nous rejoindre, parce qu'il y aura peut-être aussi d'autres questions pour vous, monsieur le maire, avant de conclure tout à l'heure pour rappeler le 7 avril ce qui se passera. Questions, échanges dans la salle. Voilà, un micro va se balader. Moi, je vais vous laisser le mien. Et puis... vous levez la main, vous vous présentez ou pas, mais c'est toujours mieux de savoir qui vous êtes. Et puis, Guillaume Gormand est à Grenoble, Yves Colliot et Benoît Cochet sont ici. Ils sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur cette soirée d'information sur la vidéoprotection. Qui se lance? Ah, madame. Moi, je vous laisse, monsieur le maire, là. Mon siège. Bonsoir à tous. J'ai une question pour nos deux maires. Vous avez parlé, monsieur le maire de Montreuil-Juigné, du coût économique des serveurs. Moi, j'ai plutôt une question de coût carbone. Donc, est-ce que vos fournisseurs et prestataires vous indiquent le coût carbone de cette vidéoprotection? Et est-ce que vous suivez ces indicateurs? Et monsieur le maire de Beaucouzé, est-ce que vous, dans vos choix, dans les commandes publiques, vous allez aussi... prendre en indicateur le coût carbone. Je te remercie. Alors, je ne sais pas si on va le choisir. On va attendre le 7, déjà, pour commencer. Et puis, ça peut être un paramètre. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. L'histoire des coûts... Plus on prendra, si jamais on doit prendre du matériel, plus il sera performant, plus il sera sophistiqué, plus on aura effectivement des coûts importants. La question du coût carbone peut se poser. Il faudra qu'on regarde. Moi, je n'ai pas, aujourd'hui, à l'heure où on parle, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Je pense que là, si jamais... on y va, on prendra certainement un opérateur pour nous aider, pour nous accompagner sur ce sujet-là, sur ce dossier, pour qu'on puisse être le plus efficace dans les choix. Mais pourquoi pas, ça peut être un paramètre. Là, encore une fois, je ne connais pas du tout. On sait qu'on aura un terminal, il y aura de l'informatique, forcément il y a des choses, il y a de l'énergie, on sait tout ça. Hein, donc voilà, ça rentrera en ligne de compte. Ça fait partie des coûts un peu cachés, mais qu'il faudra prendre en compte, bien évidemment. C'est un peu le caillou dans la chaussure. Demain soir, je présiderai le conseil municipal de Montreuil-Juigné qui met au vote son deuxième budget vert. Et nous aurons le plaisir de présenter 63% de dépenses neutres ou favorables pour l'environnement. Mais il y en a 37 qui restent défavorables. Et la vidéoprotection, qu'elle soit en fonctionnement ou en investissement, en fait partie. Donc c'est vrai que c'est le choix cornélien. On a une politique de transition écologique à Montreuil-Juigné autour de adapter, préserver et atténuer. Ça ne rentre dans aucun des cadres. Ça rentre, on se dit que ça rentre dans le vivre ensemble aussi, dans la... Voilà, parce que ça fait partie, hein, quand on a un territoire qui est meurtri par des... Meurtri, en tout cas marqué plutôt par des slaves de cambriolage ou de faits de délinquance, ça ne crée pas un climat serein. Et c'est derrière ça qu'on essaie d'agir, en tout cas. Mais indéniablement, peut-être que les choses évolueront, mais c'est l'informatique, en tout cas, c'est l'outil numérique au sens large qui doit évoluer, et je l'englobe dans le parc informatique de l'ensemble de nos services, de nos écoles. Et malheureusement, oui, c'est aujourd'hui une dépense écologique négative, on ne va pas se mentir. Pour moi, elle a un coût positif sur le vivre ensemble, mais elle a un vrai aspect négatif sur le pan de la transition écologique au sens pur, et de la préservation de l'environnement. On va pas se mentir. Surtout que c'est du matériel dont les serveurs, on a au budget, nous cette année, vous voyez, 2018-2024, 6 ans, on le prévoit parce qu'on sent que le serveur tend à
fatigué, donc on se dit qu'on l'a prévu au budget et on le changera, je pense, avant la fin de l'année. C'est 18 000 €, hein. Donc c'est pas un petit coup. On peut prendre 2-3 questions, on va essayer de s'en souvenir. Oui, bonsoir, Pierre Robin. Je voudrais simplement savoir si, quand il y a, avec les caméras de surveillance qu'il y aurait, si les communes avoisinantes qui sont équipées également, si les gendarmes prennent en compte sur les autres communes les passages des voitures qui pourraient se passer à travers un passage qui sortirait de Beaucouzé, par exemple, et qui irait, je dis Montreuil-Juigné, mais il pourrait aller sur Évrier ou ailleurs. Si les gendarmes pourraient travailler pour suivre le passage, travailler ensemble sur les... Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation hyper intéressante. Moi, mon sujet, c'est peut-être plus vers Guillaume sur la vision justement du scientifique vis-à-vis des intercommunalités, parce que la délinquance, elle ne s'arrête pas effectivement aux frontières de nos communes. Et je voulais voir votre vision, vous travaillez avec Grenoble, Montpellier, sur l'importance du coup d'une approche intercommunale. Certaines intercommunalités mettent en place des centres de supervision interurbains. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec des structures de ce type-là. Et en corollaire, du coup, l'importance de l'interopérabilité, je dirais, des systèmes entre des communes environnantes et les autres systèmes mis en place. Ça répond aussi aux enjeux carbone, si on peut mutualiser des serveurs. Donc, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Et mutualiser également éventuellement avec d'autres usages plus poussés, détection automatique lecture automatique de plaques ou des usages de ce type-là, pour un peu étendre et en s'appuyant sur une vision vraiment intercommunale. Moi, je voulais venir également être le spécialiste. On s'aperçoit que dans les communes, on fait une économie d'énergie sur l'éclairage public et on se retrouve avec des quartiers complètement dans le noir. Donc moi, j'ai subi un cambriolage physique le 24 décembre dernier avec pénétration dans mon domicile jusqu'à ma chambre. Et la première question que les gendarmes m'ont posée en témoignage, est-ce que vous avez vu quelque chose? Comment vous voulez voir un cambrioleur, même si je lui cours après, quand vous êtes dans un quartier complètement dans le noir? Moi, je voulais savoir si vous, au niveau pourcentage, est-ce que vous vous êtes rendu compte dans les collectivités locales où il y avait des quartiers dans le noir pour des raisons d'économie d'énergie, les cambriolages étaient supérieurs ou la sécurité était négligée à ces endroits-là? Oui, allez-y, Monsieur Gormand, oui, je pense. Merci de ces questions très intéressantes qui pourraient nous amener à des gros développements. Je vais essayer de faire attention. La question sur les intercos, c'est une question extrêmement pertinente, effectivement. De ce qu'on se disait tout à l'heure, je vous disais que l'efficience la plus intéressante, l'utilisation la plus pertinente de la vidéoprotection, c'est une utilisation en direct pour accompagner les forces de l'ordre sur le terrain, détecter en direct, etc. À partir du moment où on approche la question avec la logique de mutualisation, on acquiert plus de pertinence. C'est quelque chose qui se développe dans pas mal d'endroits. Je pense par exemple à Nîmes. Vous avez un grand centre intercommunal qui s'est développé depuis plusieurs années et qui exploite les caméras de plusieurs. Je ne sais pas si c'est pas une vingtaine de communes. Il faudrait vérifier les chiffres récents. Je ne suis pas allé sur place récemment. Mais oui, c'est pertinent. C'est pertinent d'un point de vue effectivement mutualisation des serveurs informatiques pour exploiter le système et conserver les images. Nous, c'est quelque chose qu'on fait déjà au niveau de la rationalisation de l'outil informatique à la métropole à Grenoble. On a déployé cette solution-là, cette proposition-là envers nos communes de mutualisation de moyens informatiques. Après, vous avez différents. Vous pouvez positionner le curseur différents endroits de la mutualisation. Ça peut être effectivement juste une mutualisation informatique et ça peut aller jusqu'à la mutualisation de l'exploitation. Ça va après poser des questions un peu plus compliquées au niveau de... Enfin, si vous avez une exploitation mutualisée au niveau de l'intercommunalité, ça peut poser des questions sur l'appui des opérateurs qui seraient derrière les caméras
l'appui sur les polices municipales, différentes polices municipales, sur la police nationale potentiellement si elle existe, sur les gendarmeries, les brigades de gendarmerie, etc. Donc vous avez une diversité extrêmement importante d'acteurs et c'est ça potentiellement qui va venir parasiter le fonctionnement au quotidien du dispositif. Mais dans l'absolu, oui, c'est extrêmement pertinent d'aller mutualiser là-dessus. La personne qui a posé cette question, il y a une deuxième question qui m'a échappé, j'ai pas eu le temps de la noter, je suis désolé. Si ça... Lumière la nuit, l'éclairage. Alors l'éclairage, c'était une autre personne, c'était la troisième personne, mais je crois que la deuxième personne avait un complément à sa question. Bref. Alors la première question, c'était sur, peut-être que Benoît, tu pourras répondre, c'était sur l'utilisation des autres communes. Oui, je pense que ça, c'est... Oui, tout à fait. Alors après, on n'est pas forcément sur les mêmes brigades de gendarmerie, mais je pense que ça fonctionne plutôt bien entre gendarmes et entre policiers, même entre les deux entités, ça doit pouvoir fonctionner. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait d'obstacle particulier. Alors Vincent, je ne sais pas, il y avait une deuxième partie à ta question, Vincent. Oui, je pense que c'était peut-être en lien par rapport aux autres usages, effectivement, des caméras aujourd'hui pour être de plus en plus intelligentes et effectivement de la détection, lecture automatique de plaques, des choses comme ça, surtout en entrée-sortie de ville. Est-ce que c'est des usages que vous voyez pertinents? Et voilà, ça peut questionner aussi sur le type de matériel à déployer. Oui, effectivement, c'était ça la deuxième partie de la question que je n'avais pas notée. Je vous remercie de l'avoir reposée. Alors, les diversifications d'usage de la vidéoprotection, c'est quelque chose qu'on étudie depuis de nombreuses années parce que depuis les années 2000, par exemple, on s'est dit qu'on pouvait faire de la gestion urbaine de proximité avec les caméras. C'est-à-dire savoir s'il y avait encore la poubelle qui était sortie et que ça ne respecte pas le règlement de collecte, des choses comme ça globalement. On a beaucoup d'endroits qui utilisent les caméras de vidéoprotection pour travailler là-dessus, pour travailler sur la gestion des bornes d'accès aux espaces piétonniers, etc. Votre question était plutôt, je pense, sur l'utilisation des nouvelles technologies. Quand vous parlez de lecture de plaques, il y a deux choses, il faut faire une petite nuance. C'est qu'il y a des dispositifs qui sont considérés comme des visualisations de plaques d'immatriculation, c'est ce qu'on installe aux entrées des communes. Là, ça va correspondre à la caractéristique de la caméra, à son emplacement et à son champ de vision. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus axé effectivement sur le passage du véhicule. Et on n'a pas un champ large qui permettrait de capter une ambiance. C'est comme ça que souvent les gendarmes le qualifient. C'est à différencier des lectures de plaques automatiques d'immatriculation, les LAPI, lectures automatiques de plaques d'immatriculation, qui sont dont l'utilisation est assez restreinte dans le cadre de l'application du RGPD, et la CNIL est assez regardante sur l'utilisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un même système de vidéoprotection c'est-à-dire les mêmes caméras qui font à la fois du LAPI, lecture automatique, et de la vidéoprotection en tant que telle, c'est-à-dire où on enregistre les images pour une utilisation a posteriori. Il faut qu'il y ait deux systèmes distincts. Ça, c'est les contraintes juridiques qui existent en la matière. J'enchaîne sur la question sur l'éclairage. J'enfonce une porte ouverte si je vous dis que des caméras, lorsqu'il y a de la lumière, l'éclairage public, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est assez évident, les caméras vont pouvoir capter beaucoup plus de détails lorsqu'il y a de l'éclairage public. Après, les caméras dans le noir quasi total vont quand même pouvoir capter des choses, les technologies modernes avec des projecteurs infrarouges, etc., vont pouvoir quand même capter des choses. Ça va être quand même beaucoup moins net que quelque chose de jour ou quelque chose avec de l'éclairage. Vous allez pouvoir lire une plaque d'immatriculation, mais après, vous allez être sur des nuances de gris qui font que potentiellement, on ne va pas être déterminant dans le cadre des enquêtes. Ça va aider, mais beaucoup moins nettement que de l'éclairage. Et d'un point de vue criminologique, l'éclairage public contribue à la sécurisation de sites. Dans le sens où, et là je vous renvoie aux études sur le sujet, parce que je ne suis pas un expert de l'éclairage sur la question, mais je le connais un tout petit peu. En gros, mettre de l'éclairage, ça ne va pas sécuriser une rue. Par contre, le retirer, potentiellement, ça va amener des usages déviants, ça va amener potentiellement le développement d'un sentiment d'insécurité. Alors, sentiment d'insécurité, je fais une petite parenthèse dessus, hein, c'est pas ce qu'on nous dit régulièrement dans les médias, les grands médias publics, où le sentiment d'insécurité, c'est qu'un ressenti. Non, le sentiment d'insécurité, c'est une vraie problématique. C'est une situation qu'il faut traiter, que l'on traite dans le cadre de la criminologie, c'est-à-dire que des gens qui se sentent en insécurité
vont potentiellement développer des stratégies de contournement de zones et vont adapter leur fréquentation, leur comportement, leurs usages urbains à ce sentiment d'insécurité qu'elles ont développé. Donc, potentiellement, une rue obscure, il y a des gens qui vont refuser d'y passer parce qu'elles se sentent en insécurité et préférer passer par la rue voisine qui est éclairée. Dans ce cadre-là, vous allez potentiellement avoir des usages déviants qui vont se développer dans cette rue parce que vous n'avez pas d'hétérogénéité de fréquentation de la rue et cette rue va être potentiellement monopolisée par des délinquants avec des ou tout simplement des personnes qui veulent se cacher du regard et qui vont se regrouper sur cette rue-là. Donc l'absence d'éclairage va être vecteur d'insécurité. Souvent on va le dire dans l'autre sens, mais c'est plutôt faux. C'est vraiment l'absence d'éclairage qui est vecteur potentiellement d'insécurité. Et je rebondis juste, excusez-moi, sur la première question qui était l'usage en fonction des différentes brigades. Oui, les gendarmes, les enquêteurs travaillent sur l'intégralité du territoire sur lequel il serait passé potentiellement un délinquant ou un criminel. Nous, aujourd'hui, à la métropole de Grenoble, on a par exemple développé un dispositif, on appelle ça une plateforme cartographique de la vidéoprotection qui va répertorier l'intégralité des différents patrimoines sur le territoire des 49 communes autour de Grenoble, donc c'est une plateforme sécurisée, ouverte aux enquêteurs de gendarmerie et police. Et les policiers vont pouvoir se connecter à cette plateforme et voir que la métropole a une caméra à tel endroit, à côté il y a la ville, à côté, dans un avenir, j'espère, proche, on verra aussi les caméras du département, le collège qui a des caméras à cet endroit, etc. Et on voit toute l'hétérogénéité du patrimoine et directement depuis cette application, ils peuvent réquisitionner les images. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans le cadre de l'utilisation de cette plateforme cartographique de vidéoprotection, je m'aperçois qu'on a des enquêteurs qui viennent de Chambéry, qui viennent de Lyon, qui réquisitionnent des images sur notre territoire parce qu'ils sont à la recherche effectivement des parcours de criminels sur lesquels ils sont en train d'investiguer. J'arrête mon... Moi, j'avais une question, c'était par rapport... Si, il faut parler comme ça. Oui, je voulais savoir par rapport aux vidéos sur les bâtiments communaux s'il y avait une problématique et quel était l'objectif de mettre des caméras devant des bâtiments communaux. Ça, c'est pour toi. Alors ça, c'est pour moi. Ah oui, deuxième question. Et Eric, devant. Non, t'as pas une si grosse voix que ça. Voilà, là vous allez m'entendre. Bien sûr, ça ne porte pas jusqu'à Grenoble. Non, ma question est la suivante. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un serveur pour centraliser toutes les arrivées de films et d'images, alors qu'aujourd'hui, je crois savoir quand même que des caméras marchent en parfaite autonomie et qu'elles peuvent être interrogées au travers d'un abonnement GSM? Ça va être pour le maire de Beaucouzé, cette question. Tu t'appelles comment? Alors, pour répondre, la première question, c'était les bâtiments communaux. Eh bien, tout simplement parce que, déjà, c'est, encore une fois, issu du diagnostic de la collègue que nous a réalisé la gendarmerie. Il faut savoir qu'en fait, à Montreuil-Juigné, aucun bâtiment n'était équipé d'un équipement de sécurité. Il n'y avait qu'une serrure. Il n'y avait qu'une serrure, des fois avec des portes, pour ceux et ceux qui connaissent, il y en a qui la connaissent dans cette salle, l'hôtel de ville. On a un bâtiment un peu historique et qui était clairement pas protégé. Donc, au lieu de développer, au moment où on a déployé la vidéoprotection, on s'est interrogé en disant, est-ce qu'on fait de la vidéoprotection et on met de l'alarme sur nos bâtiments, ou est-ce que on protège nos bâtiments avec de la vidéoprotection? Le centre technique municipal, je sais que les élus de Beaucouzé sont venus, on va finir par faire payer un droit d'entrée, parce que sont venus visiter le centre technique municipal de Montreuil-Juigné. On a, je sais pas, une vingtaine de véhicules de stationnés et tout un tas de matériel, et notamment des véhicules immatriculés. Bon, voilà, ça permet aussi de surveiller ce site.
ça peut permettre... Si, je vais vous raconter quand même une histoire que je ne vous ai jamais racontée, enfin je ne vous ai pas racontée là, mais qui m'a marqué alors que j'étais adjoint au sport à l'époque, avant de prendre ma mission de maire, où un jour j'ai reçu en rendez-vous une famille d'un petit garçon qui avait 7 ans et qui faisait de la gym à Montreuil-Juigné. Et en fait, ce petit garçon, il a été victime d'une tentative d'attouchement dans nos sanitaires du complexe sportif. Et à l'époque, il n'y a pas la vidéoprotection. Et on est en discussion. Je peux vous promettre que le soir même, j'étais au téléphone avec le maire de l'époque et je lui ai dit, écoute, il n'y a plus le choix. Je n'étais pas un fervent, mais j'ai dit, moi, ces histoires-là, il faut qu'on y trouve des réponses. La famille était en pleurs, les parents étaient bien sûr bouleversés par ce qui venait d'arriver. Moi, j'étais sûrement trop jeune pour entendre ça à l'époque. Et cet homme, il a réitéré, mais une fois que la vidéoprotection elle a été installée. Je peux vous dire que j'étais maire à cette époque-là. J'étais heureux qu'on ait cet outil, d'où le bâtiment, le fait que ce soit... Là, je vous parle du complexe sportif, parce que ça a permis d'arrêter l'auteur de ces faits qui avait réitéré sur un deuxième individu. Et je peux vous dire que c'est une preuve, c'était une preuve complémentaire, ça a achevé l'enquête, je dirais. Et là, c'est l'exemple que j'aurais presque dû vous donner tout à l'heure, c'est ce pourquoi le cambriolage, bien sûr qu'on a envie, on n'a pas envie que ça perdure, bien au contraire, mais ces histoires qui touchent l'humain, on peut forcément ne pas y être insensible, on n'y est pas insensible, et voilà la raison aussi pour laquelle on protège nos bâtiments publics. Voilà. Et je viendrai juste ajuster le propos que j'ai entendu juste après sur la question de la qualité de la vidéo la nuit. Ça dépend en effet de l'outil. Montreuil-Juigné est équipé de caméras infrarouges, donc les caméras, les plaques d'immatriculation, on les voit même mieux de jour que de nuit, alors à condition que la voiture soit allumée. Mieux de nuit que de jour, pardon, à condition que la voiture soit allumée. Voilà. Et j'ai toujours l'image en tête, elle va me rester un moment, de cet homme qui est entré dans la commune de Montreuil-Juigné le 3 juillet. Il est 1h du matin, il n'y a pas un éclairage public parce qu'à Montreuil-Juigné, là aussi, on a renforcé la trame noire. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai encore bien sa tête et je le vois bien à l'image. Donc il y a quand même des outils aujourd'hui plutôt performants, notamment en termes d'infrarouge, qui bien sûr, la netteté, pour voir des visages en journée, on les voit moins, on les voit mieux le jour que la nuit, mais il n'empêche que le matériel reste performant la nuit, quoi. Et sur le serveur, voilà, je suis preneur. Si vous avez une info, si je peux éviter de racheter un serveur. Alors, tu disais qu'on allait, tu voulais nous faire payer. Ben là, il y a 18 000 éventuellement. Donc, non, je ne sais pas. Là, on verra. Mais justement, c'est tout l'intérêt, si on va dans ce sens-là, de se faire accompagner de gens spécialisés, de regarder, parce que je pense que c'est quelque chose qui va très très vite en termes de technique, et que les produits d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui, et encore moins ceux de demain. Sans parler d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale. Là, je n'évoque pas du tout ça, mais en termes de qualité d'image, de qualité de produit, les choses vont relativement vite. On le voit bien de toute façon dans la vie de tous les jours. On regardera bien évidemment tout ça. Mais au niveau où j'en suis de l'information, j'ai pas eu d'information qui allait dans le sens d'une disparition d'un serveur. À voir. Je ne sais pas si, M. Gormand, vous avez quelques infos. Ah, vous n'avez pas entendu. On va la refaire, oui, sur des caméras nouvelles technologies qui peuvent être interrogées à distance. Et est-ce qu'on n'aura plus besoin de serveurs? Ça, c'est une question. Mais elles peuvent être interrogées à distance, ces caméras, par les enquêteurs. Oui. Alors, oui, technologiquement, ça existe. Je ne suis pas du tout omniscient sur le sujet. Toujours est-il que j'en ai jamais vu opérationnel, fonctionnel et dont les propriétaires sont pleinement satisfaits. J'ai en tête des dispositifs avec
du réseau hertzien, du réseau 4G, du réseau Wi-Fi, des choses comme ça, systématiquement, les propriétaires m'ont dit qu'ils étaient déçus. Après, encore une fois, je ne suis pas du tout omniscient et je ne connais pas tous les dispositifs technologiques existants. Je sais que ça existe, je sais que pour certains usages très particuliers, ça peut exister, mais je n'ai absolument pas connaissance d'un dispositif qui permettrait potentiellement d'enregistrer 15 jours d'images en local sur l'outil. À savoir que l'intérêt aussi d'avoir des serveurs, c'est d'avoir des choses qui sont secourues électriquement, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de panne électrique, potentiellement la panne de la caméra en elle-même, mais les serveurs sont secourus, les serveurs sont redondés, etc. Technologiquement, je ne vois pas aujourd'hui quelque chose qui pourrait concurrencer un système centralisé, mais encore une fois, vous avez l'air de bien connaître la technologie, mais potentiellement, c'est à vous de nous apprendre quelque chose. Okay. Vous avez un consultant technique à votre disposition. Mais merci en tout cas. Enfin, on va pas... Et une entreprise boccouzienne. Très bien. Est-ce qu'on peut peut-être prendre une ou deux dernières questions avant de conclure la soirée, madame? Bonsoir. J'aimerais tirer le trait. Il a été dit que ça avait un effet plumeau, on met ça entre guillemets, qu'il y avait des coûts écologiques, économiques, que c'était seulement un outil pour aider les hommes avec un grand H. Est-ce que la gendarmerie ou la police, elle vous a donné d'autres outils possibles, peut-être moins coûteux ou d'un point de vue économique ou écologique, qui peuvent aussi marcher aussi bien de nuit comme de jour, et qui n'ont pas besoin d'avoir de stockage ou simplement de mobiliser des personnes toute une journée. Merci. C'est pour qui veut. Est-ce qu'il y a une autre question? On prend une deuxième éventuellement. Bonsoir à tous. Pour revenir à ce que disait Madame tout à l'heure, à l'instant, pourquoi pas mettre en place d'abord, comme Avrier le fait, les voisins vigilance et solidaires. C'est comme un... Vous l'avez déjà mis en place sur Beaucouzé? D'accord, très bien. Parce que c'est pas affiché à l'entrée de la commune. Ah, très bien. Bon, super. Je vais pouvoir l'expliquer. Très bien, très bien. Et aussi, je reviens, pourquoi pas, avant, moi je suis pour la vidéoprotection, mais pourquoi pas mettre d'abord en place, c'est un coût aussi, mais une police municipale, clairement, ou alors une police rurale, comme fait Saint-James-sur-Loire, ou alors Saint-Jean-de-Lignières, la commune voisine. Là, je viens de voir à l'instant que le projet aussi de loi pour mettre la vidéoprotection sur Saint-Jean-de-Lignières est en cours, mais au moins, voilà, un opérateur CSU, Centre de Supervision Urbain, pour avoir quelqu'un en permanence, c'est aussi un coût derrière les caméras. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis contre le fait qu'on mette des élus ou des personnes de la commune directement derrière des caméras. Je préfère une personne formée, habilitée pour, en tout cas, comme disait tout à l'heure monsieur, c'est le travail des forces de l'ordre. C'est... voilà. Merci. Je vais prendre la question, la dernière, c'est la plus fraîche. Sur la participation citoyenne, je le disais tout à l'heure, le conseil municipal a pris une délibération le 21 décembre dernier instaurant la participation citoyenne. On a eu une réunion publique en février de présentation du dispositif avec la gendarmerie, la brigade de Beaucouzé. On a lancé l'appel à candidature jusqu'au 31 mars. J'en profite, puisque vous êtes très nombreux, de rappeler que les candidatures sont toujours possibles. Nous ne sommes pas encore le 31 mars. Donc c'est un dispositif qu'on souhaiterait pouvoir être à même de fonctionner à compter de l'été qui vient. Et puis, dans l'idéal, il peut fonctionner avec 3-4 référents, mais si on en a plus, tant mieux. Et on aimerait bien avoir au moins un référent par quartier. Donc, il y a une présence humaine, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut se mettre en place assez facilement. Pour ce qui est de la police municipale, c'est aussi un sujet
sur lequel, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui on soit mûr, mais en tout cas on y réfléchit. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là à l'automne, on a rencontré donc, Benoît à Montreuil pour qu'il nous explique un petit peu comment ça fonctionnait, et on a rencontré aussi Franck Boquin, le maire de Saint-Léger-de-Lignières, qui nous a expliqué à ce moment-là qu'il mettait en place la vidéoprotection. Donc c'est en cours de déploiement sur l'année 2024 pour un coût assez important, mais qui s'entend parce qu'on est sur une commune très étendue, hein, c'est une commune nouvelle, donc il y a un sujet qui est un petit peu différent de nos deux communes. Et puis on a évoqué cette éventuelle, possible, pourquoi pas, question, en tout cas on l'a posée, c'est celle d'une mutualisation. Tu le fais sur Montreuil avec Longnay, sur une, alors je ne sais plus comment tu appelles, une police pluricommunale. Donc nous, peu importe le terme, en tout cas c'est une question qu'on a posée à Saint-Léger. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Saint-Léger, il y a un policier municipal, un seul et unique. Donc là aussi, vous le disiez justement, c'est des questions de coût. Autant quand on est sur un investissement de caméra, on sait que on va avoir à faire face à un investissement, une prise en charge de 30 à 35% de l'État au titre du FIPD ou d'un autre organisme qui peut nous aider financièrement. Mais au-delà de la maintenance et du renouvellement à terme, ça fonctionne. Quand on parle d'agents, de personnel, c'est un coût qui revient tous les ans. Et donc, c'est une question qui mérite d'être posée. Et puis, pour qu'on ait un service qui soit efficace, ce n'est pas un seul agent. C'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5. D'autant plus si on est associé ou mutualisé. Donc, c'est vrai que les coûts, là, sont plus conséquents. On parle de la rémunération des agents, on parle de l'équipement, on parle de voitures, on parle... Enfin, voilà. Donc, là aussi, on met en face des chiffres. Mais on sait que c'est une question en tout cas qu'on a posée. Samedi dernier, j'étais à une réunion, je côtoyais mon collègue de Saint-Léger-de-Lignières. On a des habitudes de travailler en commun sur d'autres sujets, sur la piscine, sur un certain nombre de choses. Et il a su redire samedi que cette question de la police municipale, il saurait renvoyer l'ascenseur si on y va, puisqu'on a ces habitudes de travailler en commun. Donc, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on travaille. Quand on disait tout à l'heure de complément, c'est un ensemble. Guillaume Gourmand, tout à l'heure, parlait de continuum de sécurité. On l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, c'est un ensemble, une panoplie d'éléments qu'on peut mettre en place dans un cadre de schéma de tranquillité publique. C'est l'opération Tranquillité Vacances, c'est la gendarmerie, c'est... la vidéoprotection, si on y va, c'est la participation citoyenne, c'est la police municipale. Donc c'est un ensemble de choses. Et on s'aperçoit, là encore, c'est un petit refrain que j'ai souvent, mais venant de la fonction publique d'État, je me permets quand même de le faire. Les communes prennent plus largement et très largement leur part en termes de sécurité. Certes, il y a la police du maire. Les questions de sécurité, elles se posent et on les assume. Ceci dit, j'aimerais bien que l'État aussi soit au rendez-vous, et ce n'est pas forcément toujours le cas. Voilà, en tout cas, sur cette question-là. La deuxième question, c'était la dame. Ah oui, alors là, c'est une question à $1000. Est-ce qu'il existe des systèmes qui soient vertueux, écologiques la réponse que je viens de donner, qui est un ensemble de choses, une panoplie, des outils différents, complémentaires, m'apparaît, en tout cas moi à mes yeux, aujourd'hui, à l'heure, au moment de ma réflexion, là où j'en suis aujourd'hui, je ne vais pas faire d'autres réponses que celle-là. C'est vraiment une juxtaposition d'éléments qui permettent encore une fois, qui vont apporter certainement du mieux. Rien ne sera parfait. Rien ne sera parfait. Si c'était le cas, on n'aurait plus de prison. On ne parlerait pas d'une nouvelle prison à Angers, par exemple. Sujet d'actualité. Voilà, ça serait. Enfin, il y aurait un certain nombre d'indicateurs qui montreraient que les choses vont dans le bon sens. Et malheureusement, alors,
le nombre de détenus en France augmentant, c'est pas lié forcément à l'augmentation de la délinquance, mais pas que. Mais en tout cas, il n'y a pas de système parfait. Je ne sais pas si Benoît ou M. Gourmand, vous voulez rajouter des choses. Non, mais peut-être, juste pour vous répondre, madame, aussi, c'est que il y a la question de la vigilance de chacun. Alors c'est vrai que nous, à Montreuil-Juigné, on n'a pas le dispositif. On avait tenté de le mettre en œuvre, mais ça n'avait pas fonctionné, parce qu'on était pareil, c'est en 2015, donc sûrement trop tôt sur cette question-là de participation citoyenne. C'est aujourd'hui, à l'époque, ça s'appelait voisin vigilant. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est pas du tout la même chose. Donc peut-être qu'en effet, je suis complètement d'accord, et peut-être qu'on y viendra, pourquoi pas à Montreuil-Juigné. Mais la vigilance de chacun, c'est-à-dire qu'on vit ensemble en société, et je pense que d'avoir un regard, on sait que nos voisins sont partis, de veiller, de s'entraider, d'aller ouvrir les volets, relever le courrier. Ça fait partie des bonnes pratiques qu'on encourage très fortement à Montreuil-Juigné, et malgré qu'on ne soit équipé de vidéoprotection, parce que, je le répète, ce n'est pas la panacée, et rien ne remplacera l'action humaine, l'action de prévention et le contact humain au quotidien que font l'ensemble de nos agents territoriaux, qu'ils soient de la police pluricommunale, mais aussi des agents de la fonction publique en général. Merci, monsieur Lemaire. Merci, Guillaume Gourmand. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot de la fin pour ce qui vous concerne? Non, parce que les deux dernières interventions de messieurs les maires étaient très pertinentes, et je ne peux que les soutenir, effectivement. L'action humaine, de ne pas considérer la technologie comme la panacée, comme la fin absolue. Et c'est un travers qu'on a eu depuis des années. Remplacer un gardien d'immeuble par un interphone, par un digiphone, par un vigic, etc. C'est logique qu'on va retrouver sur plein d'enjeux de sécurité. Donc la technologie, c'est pas l'absolu, ça peut être un outil pertinent, ça peut être un outil, une contribution efficace, mais on ne remplacera pas l'humain par ça. Donc je ne peux que m'inscrire là-dessus, et effectivement les initiatives de police pluricommunale que vous évoquiez, M. Cochet évoquait sur son territoire, c'est des choses qui fonctionnent particulièrement bien, qui restent coûteuses, oui, effectivement. Mais la vidéoprotection, il ne faut pas considérer que c'est juste un investissement. Vous le disiez en propos introductif tout à l'heure, monsieur le maire, c'est pas juste l'investissement, c'est l'entretien dans le temps, c'est potentiellement effectivement le développement, parce que vous allez percevoir qu'il vous faut une nouvelle caméra à tel endroit, une nouvelle caméra à tel autre, et ça va être un investissement qui va se renouveler régulièrement, et des coûts d'entretien qui vont être assez marqués tous les ans. Donc c'est pas non plus un investissement une fois et c'est fini. Payer des agents tous les ans, ça peut être aussi un réplique. Merci, on vous a perdu sur le dernier mot, mais on a bien compris. Merci à vous de nous avoir donné de votre temps ce soir, monsieur Gourmand. Merci à vous de votre invitation. Merci beaucoup. Et la vidéo, c'est pas la panacée, ça aide à la résolution, comme pour les arbitres de Ligue 1, comme pour la VAR. C'est la même chose. Voilà, ça c'était pour la petite métaphore footballistique que je devais évidemment donner pour des amis footballeurs dans la salle. On va conclure avec vous, monsieur le maire, pour rappeler une date importante, le 7 avril, et la question à laquelle vos concitoyens, dont nombreux se sont déplacés ce soir, vont devoir répondre. Est-ce que vous allez en faire derrière? Tout à fait. Alors, merci. Enfin, je tiens à remercier effectivement l'ensemble des Beaucouséens et Beaucouséennes qui sont présents ce soir. J'ai pas compté, mais il y a plus de 200 personnes, au moins 200 personnes. Donc, c'est un sujet... je trouve qu'on a eu raison de provoquer cette démarche-là. En tout cas, ça me paraît plutôt intéressant. Je tiens à remercier aussi Guillaume Gourmand. Ça fait plusieurs semaines que je lui cours après et qu'on s'est contacté à plusieurs reprises, même sur le chemin des vacances en février, donc pour arriver à ce qu'il soit présent ce soir en vidéo, mais en tout cas, il était présent et je veux le remercier très chaleureusement. J'avais prévu aussi, il y avait d'autres invités potentiels, et à chaque fois que j'ai dit que Guillaume Gourmand serait présent, ou en tout cas serait présent dans cette soirée, ou physiquement ou en visio, on m'a dit c'est pas la peine qu'on vienne, il est là. Donc je veux le remercier très, très chaleureusement.
Et puis te remercier aussi, Benoît, parce que je t'en avais parlé assez il y a déjà quelques semaines, et tout de suite tu m'avais dit, moi je suis, si la date me convient, si je suis dispo, je serai là. Je voulais t'en remercier aussi. Et puis ça me semblait important qu'on puisse avoir une démonstration concrète, locale, de ce qui peut se faire. On t'avait rencontré, on avait apprécié aussi cette rencontre. Tu nous avais accueillis chez toi à la mairie, sécurisé. Donc c'était, et je trouve que c'était extrêmement important que tu puisses être là et témoigner, en tout cas, de ce qui peut se faire sur Montreuil. Merci Benoît. Alors, je vais conclure. Ça va être très rapide. 19 mars. Oui, je vais en parler rapidement. On y vient. Voilà. Donc, en 2 mots, 2 dates importantes. 19 mars, c'est ce soir. On arrive à l'issue de cette réunion. Encore merci de votre présence. Et puis, la deuxième date, c'est le 7 avril. Dimanche 7 avril. Je disais tout à l'heure, bureau de vote ouvert de 8h à 18h. Vous votez dans chacun de vos bureaux. Même si le bureau a physiquement, géographiquement changé, c'est toujours le même bureau. Donc vous aurez toutes les informations sur le site, sur le dossier. Tout est prévu. Pour ce qui est des procurations, je disais tout à l'heure, on est dans un scrutin comme un scrutin classique. Donc si vous avez fait une procuration il y a moins d'1 an et que vous avez une procuration valable 1 an, théoriquement, ça fonctionne, pas de problème. Si vous savez que vous ne serez pas là le 7 avril et que vous voulez voter, on vous invite à aller à la gendarmerie pour faire la procuration. La semaine dernière, on a eu un petit souci avec la gendarmerie qui nous a appelés en disant qu'il y avait des Beaucouséens déjà qui voulaient s'inscrire. Bon, il a fallu caler les choses, mais ils n'ont pas refusé les procurations. Ils sont là pour les recevoir et les enregistrer. Donc, on est vraiment dans un schéma très classique de vote, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est aussi une procuration qui peut servir pour les européennes, le 9 juin prochain. Et puis, donc vous redécouvrirez dans le dossier tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur la localisation, les coûts, les modalités pratiques. Et puis la question qui vous sera posée le jour du vote. Donc je vais la redonner, cette question. Êtes-vous favorable à la mise en œuvre de la vidéoprotection sur les entrées et sorties de ville, sur les entrées et sorties de la zone d'activité du Landreau et sur le site de la Borderie? Et il y aura à répondre oui ou non. Voilà, c'est très simple. Ce n'est pas un référendum, c'est une consultation citoyenne. Donc le petit point qui différencie les choses, c'est qu'un référendum, le résultat, nous sommes tenus de l'appliquer. Sur une consultation, le terme, il veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une consultation. On consulte la population, on veut un avis, on veut être éclairé en tant qu'élu, et on en discutera en conseil municipal. 2 choses qui me semblent importantes à l'issue du 7 avril, une fois qu'on aura dépouillé, c'est le vote, bien évidemment, le résultat, le oui, le non, mais aussi le taux de participation, bien évidemment. Un peu rassuré ce soir, parce que quand je vois l'affluence, donc on peut penser qu'il y aura un certain nombre de gens qui se déplaceront pour voter. Mais un vote, il faut qu'il soit significatif, il faut qu'il dise quelque chose. On a à peu près 4500 inscrits sur la commune. Je ne fixe pas à titre personnel de pourcentage de participation, mais je me dis que sur 4500 personnes en âge et en capacité de voter, ce serait bien qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent s'exprimer. Vous avez la possibilité de vous exprimer, donc profitez-en, faites-le. C'est une problématique très locale, donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à le faire. L'objectif de la soirée, c'était d'éclairer un peu les uns et les autres. Certainement que pour un certain nombre de personnes et d'entre nous, les choses étaient assez claires. J'espère que les différentes interventions ont pu apporter de nouvelles précisions pour permettre à chacun de faire son vote de façon la plus éclairée possible. Voilà un petit peu le sens de cette soirée.
Et puis, moi, je ne peux que vous inviter, je ne vais pas vous contraindre, mais vous inviter à participer le 7 avril à ce scrutin. Nous serons sur place, l'ensemble des élus est mobilisé, plus quelques bénévoles pour compléter les équipes, pour faire en sorte que ce scrutin se passe le mieux possible et puis, voilà, en tout cas, puisse nous éclairer les uns les autres et puis qu'on puisse prendre une décision légitime et intéressante pour tout le monde. Voilà, moi, ce que je souhaitais dire. Merci aussi, Monsieur Lardeux. Merci à vous. Merci Thierry d'avoir animé cette soirée. Si on a pu vous éclairer, voilà, vous faire avancer dans votre réflexion. C'était le but. En tout cas, c'était une première de cette façon-là, mais je crois que c'est une, bravo à vous. Bonne expérience. J'ai eu le temps de compter un peu plus de 200 ce soir. Un petit peu plus de 200 Bocouzéens ce soir. Oui, un peu plus de 200 Bocouzéens, donc c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot, Thierry. Juste vous souhaiter une bonne soirée, soyez prudents en rentrant, et puis rendez-vous le 7 avril pour vous. Voilà. Merci à vous en tout cas de votre attention. Merci. Et merci aux intervenants. Merci.